Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre qui est tout à fait particulière puisque nous sommes réunis autour d'un livre dont l'auteur est actuellement en prison. Cela fera en effet 3 ans depuis hier, le 10 septembre, qu'Ahmet Altan, romancier et journaliste turc, grande figure médiatique du pays, est emprisonné. Il a été condamné à perpétuité pour, entre guillemets, bien sûr, avoir participé au putsch manqué contre le président Erdogan de juillet 2016, mais ce verdict qui a été jugé excessif a été annulé cet été par la Cour suprême de Turquie, ce qui ne veut pas dire qu'il est libéré pour autant. Alors, est-ce que son prochain procès lui permettra de revoir le monde? En tout cas, il n'en était pas question quand il s'est mis à écrire le livre qui porte justement ce titre, « Je ne reverrai plus le monde », depuis la cellule de haute sécurité où Ahmet Altan se trouve à 70 km d'Istanbul, dans la prison de Silivri, comme beaucoup d'opposants de Recep Tayyip Erdogan. Qu'allais-je faire? Que devais-je faire? S'y demande Altan en février 2018, quand tombe le verdict de la perpétuité. Il sera Ulysse contre Poséidon. Il me fallait, dans ma cellule, écrire ma propre odyssée. Alors la voici narrée dans 19 textes de prison qui paraissent en Allemagne, en Italie et en France aujourd'hui, traduits du turc par Julien Lapère de Cabane chez Actes Sud. Et avant d'aller plus loin avec l'éditeur d'Ahmet Altan à ma droite dans sa collection des lettres turques, Timur Muhyiddin, nous allons écouter la voix d'Ahmet Altan par celle de Nicolas Bouchot. C'est une avant-première par rapport à la lecture qu'il fera au Festival des correspondances de Manosque le 26 septembre. Et il commence tout simplement par le début de ce livre. Je me suis réveillé, on sonnait à la porte. J'ai jeté un œil au réveil électronique à côté de moi, 5h42, les chiffres clignotaient. La police, me suis-je dit. Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir, je m'endormais, imaginant qu'à l'aube, on frapperait à ma porte. Je savais qu'ils viendraient, ils sont venus. J'avais même préparé des habits spécialement pour mon arrestation et les jours qui suivraient. Un pantalon noir en lin serré à la taille par un lacet intérieur, de façon à pouvoir me passer de ceinture, des soquettes noires s'arrêtant à la cheville, des chaussures de sport souples et confortables, un t-shirt en coton léger et une chemise de couleur foncée. J'ai enfilé ma tenue d'arrestation et je suis allé ouvrir la porte. J'ai d'abord regardé par le Judas. Des policiers attendaient sur le palier, revêtus de gilets sur lesquels on lisait, écrit en grosses lettres au niveau de la poitrine, « TEM, T-E-M, les membres de la brigade antiterroriste en tenue d'intervention. » Ils étaient 6. J'ai ouvert la porte. « Mandat de perquisition et d'arrestation », ont-ils dit en entrant. Ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi ordre de mettre en garde à vue mon frère, Mehmet. Nous habitons le même immeuble, et qu'ils avaient envoyé une équipe devant sa porte, mais qu'ils n'avaient pas ouvert. Ils ont sonné à quel numéro, vos collègues? Bien évidemment, ils s'étaient trompés d'appartement. J'ai téléphoné à Mehmet. On a de la visite, ouvre ta porte, lui ai-je dit. Quand j'ai raccroché, un policier a tendu la main vers mon téléphone, je le prends, et il me l'a pris. Ils se sont séparés pour fouiller l'appartement, le jour se levait. Affleurant au-dessus des collines, les rayons du soleil se diffusaient en vagues violettes, mauves et lilas, dans un ciel qui paraissait une rose blanche. Un paisible matin de septembre s'éveillait, ignorant tout de ce qui se passait chez moi. Les policiers fouillaient toujours. J'ai fait du thé. « Vous voulez du thé ?» leur ai-je demandé. Ils n'en voulaient pas. Imitant la voix de mon père, j'ai ajouté « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » 45 ans plus tôt, un matin encore, ils avaient fait irruption chez nous pour mon père cette fois. Il leur avait demandé s'ils voulaient du café et quand ils eurent refusé, il leur avait répondu en riant « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » Ce que je vis n'a rien d'un déjà-vu. C'est la répétition d'une même réalité. Comme ce pays ne se déplace que très lentement dans le cours de sa propre histoire, le temps n'y fait jamais marche arrière. Il se retourne pour s'appesantir sur lui-même. 45 ans plus tard, le temps se retournait sur un matin identique. 45 ans d'un seul matin pendant lequel mon père était mort
et où j'avais vieilli, mais dont l'aube et ses intrus demeuraient inchangés. Sur le seuil de la porte grande ouverte, j'ai aperçu Mehmet et son sourire, toujours si réconfortant pour moi. Il était encerclé de policiers et nous nous sommes dit adieu. Les policiers ont emmené Mehmet. Je me suis servi du thé, j'ai vidé dans un bol un paquet de muesli auquel j'ai ajouté du lait. Je me suis assis dans un fauteuil et sirotant mon thé et mangeant mon muesli, j'ai entrepris d'attendre que les policiers finissent de fouiller mon appartement. Tout était silencieux. On n'entendait pas d'autre bruit que ceux que les policiers, dans leur fouille méticuleuse, faisaient en remuant mes affaires. Ils ont pris mon vieil ordinateur de 20 ans. Je n'ai jamais pu me résoudre à le bazarder à cause d'un lien sentimental. Quelques-uns de mes romans avaient été tapés sur ce clavier et aussi des disquettes démodées qui s'entassaient dans un coin, l'ordinateur portable dont je continuais de me servir. Ils ont tout embarqué dans des grands sacs en nylon. « On y va », ont-ils dit. J'ai pris le sac où j'avais glissé d'avance quelques bouquins au milieu du linge de rechange et nous sommes sortis de l'immeuble. Une voiture de police banalisée attendait devant la porte. Nous sommes montés dedans. Je me suis assis avec mon sac sur les genoux et ils ont fermé la portière. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Dans la mythologie islamique, on dit qu'une fois les funérailles terminées, la tombe refermée, tandis que la communauté se disperse, le mort se lève pour rentrer chez lui. Et ce n'est qu'alors, à l'instant où il se cogne la tête contre le couvercle de son propre cercueil, qu'il comprend qu'il est mort. À l'instant où la portière s'est refermée, j'ai senti ma tête cogner contre le couvercle de mon cercueil. Je ne pouvais plus ouvrir cette portière, je ne pouvais plus redescendre. Je ne pouvais plus rentrer chez moi. Je ne pourrais plus embrasser la femme que j'aime, ni étreindre mes enfants, ni retrouver mes amis, ni marcher dans la rue. Je n'aurais plus de bureau, ni de machine à écrire, ni de bibliothèque vers laquelle étendre la main pour prendre un livre. Je n'entendrai plus de concerto pour violon. Je ne partirai plus en voyage. Je ne ferai plus le tour des librairies. Je ne sortirai plus un seul plat du four. Je ne verrai plus la mer. Je ne pourrai plus contempler un arbre. Je ne respirerai plus le parfum des fleurs, de l'herbe, de la pluie, ni de la terre. Je n'irai plus au cinéma. Je ne mangerai plus d'œufs sur le plat, au saucisson à l'ail. Je ne boirai plus un verre d'alcool. Je ne commanderai plus de poisson au restaurant. Je ne verrai plus le soleil se lever. Je ne téléphonerai plus à personne. Personne ne me téléphonera plus. Je n'ouvrirai plus jamais une porte moi-même. Je ne me réveillerai plus jamais dans une chambre avec des rideaux. On changera jusqu'à mon nom. On effacera Ahmet Altan pour le remplacer par le nom inscrit sur mes papiers, Ahmet Husrev Altan. Quand ils me demanderont ton nom, je dirai Ahmet Husrev Altan. Et s'ils me demandent où j'habite, je donnerai un numéro de cellule. Désormais, on décidera pour moi de ce que je ferai, des endroits où j'irai, du lieu où je dormirai, de l'heure à laquelle je me réveillerai, du nom que je porterai. J'obéirai à des ordres. Arrête-toi, avance, entre, lève ta tête, enlève tes chaussures, tais-toi. La voiture de police filait à toute vitesse. C'était le premier jour des 12 jours de vacances pour la fête de l'Aïd, et la plupart des habitants de la ville étaient partis en congé, y compris le procureur qui avait signé mon ordre d'arrestation. Les rues étaient désertes. Le policier à côté de moi a allumé une cigarette. Il m'a tendu le paquet. J'ai secoué la tête et dit en souriant « Merci, je ne fume que quand je suis tendu ». Et tandis que je me trouvais dans cette voiture, dont il m'était impossible d'ouvrir la portière, privé de tout pouvoir sur mon propre futur, contraint même à changer de nom, enfin, ramené à l'état de misérable insecte piégé dans la toile d'une araignée venimeuse, la première phrase que j'avais prononcée devait s'évertuer à nier cet état de fait, à le tourner en dérision, à mettre entre la réalité et moi une distance infranchissable. Or, cette phrase surgit de je ne sais quel obscur recoin de ma conscience, elle m'était venue sans réfléchir. Comme si
dans la voiture de police qui le conduisait vers son cachot, quelqu'un, en moi, mais que je n'appellerai pas moi, et qui pourtant était une part de moi-même, puisque ces mots sortaient de ma bouche, avait emprunté ma voix pour dire qu'il ne fumait que quand il était tendu. Cette phrase a tout changé. Elle avait divisé la réalité en deux moitiés, aussi sûrement qu'un sabre de samouraï. D'un seul coup, qui est presque une caresse, tranche un bandeau de soie jeté en l'air. D'un côté, c'était un corps pris au piège, avec sa chair, ses os, son sang, ses muscles, ses nerfs. De l'autre, un esprit vaguement distrait, indifférent au malheur du corps, considérant de haut ses mésaventures présentes et à venir, car certain d'être intouchable, et qu'une telle certitude rendait effectivement intouchable, à l'instar de Jules César, pendant le siège d'Alésia, qui, lorsqu'il apprit qu'une grande armée gauloise allait venir au secours de la forteresse assiégée, donna en une seule phrase l'ordre d'élever 2 remparts au pied de celle-ci, l'un pour bloquer la sortie des assiégés, l'autre pour contenir l'assaut des renforts sur ses arrières. J'empêchais d'un côté l'intrusion des dangers de la vie réelle et de l'autre le déferlement des angoisses qui s'amassaient dans les plus sombres recoins de ma conscience. Ainsi évitai-je de me trouver broyé à la jonction de la peur physique et de la peur psychologique. Et j'assistais de nouveau à ce phénomène qui veut que lorsque votre existence doit affronter une réalité qui en bouleverse le cours, au lieu de vous laisser renverser par cette réalité, comme par les eaux d'un torrent déchaîné, vous vous pliez à sa loi pour vous y adapter naturellement, comme si vous y étiez préparé depuis longtemps. Et puisque je suis cet homme qui s'est retrouvé pris, jeté, ballotté dans les flots crasseux d'une réalité sordide, je peux dire avec assez de certitude que les victimes sont toujours les êtres raisonnables qui croient à la nécessité de s'adapter aux circonstances. Dans certaines épreuves, lorsque le danger menace de tous côtés et que le réel vous encercle, on attend de vous certains mots, certaines réactions. Mais si vous ne vous conformez pas aux attentes, si à cet instant-là, vous faites preuve d'une réaction ou d'une parole inattendue, alors c'est le réel lui-même qui se brise en miettes contre cette digue que votre esprit a farouchement dressée pour le contenir. Ensuite, dans la rade paisible de l'esprit, ramassant ces débris, vous trouverez sans peine la force de construire une réalité nouvelle. Le problème étant d'avoir ces gestes inattendus et ces mots inespérés. Si vous en êtes capable, si vous parvenez à vous moquer de la sainte lance que le destin pointe sur vous, alors, tel le jeune lieutenant de l'inoubliable nouvelle de Pouchkine, le coup de pistolet, indifférent au canon braqué sur votre cœur, vous pourrez continuer à manger tranquillement les cerises dont vous avez rempli votre chapeau. Ou comme Borges, face au voleur qui surgit devant lui au coin d'une rue déserte, en criant « La bourse ou la vie ?» Vous répondrez, impavide, « La vie !» Dès lors, une force immense vous sera accordée. Pour ma part, j'ignore toujours à quelle mystérieuse source j'ai puisé l'inspiration de cette phrase. Comment me sont venus ces mots qui ont littéralement changé ma façon d'appréhender ce qui m'arrivait alors et tout ce qui devait m'arriver ensuite. Ce que je sais, c'est que dans cette voiture de police qui filait à toute allure, il se trouvait en moi quelqu'un capable de répliquer qu'il ne fumait que quand il était tendu. Quelqu'un, imaginais-je, formé de 1000 voix, rires, lignes, phrases et douleurs. Si je n'avais pas vu 45 ans plus tôt le sourire de mon père dans la voiture de police qui l'enlevait, si je n'avais pas entendu de sa bouche l'histoire de cet ambassadeur de Carthage qui, sous la menace de la torture, avait plongé sa main dans le feu, si je ne m'étais pas souvenu de Sénèque, consolant ses amis au moment de se trancher les poignets, sur ordre de Néron, dans une baignoire remplie d'eau chaude, si je n'avais pas lu la dernière lettre de Saint-Just, dans laquelle, à la veille d'être guillotiné, à l'âge de 26 ans, il écrit
que les sentences ne sont dures que pour ceux qui refusent de marcher au tombeau. Ou la phrase d'Épictète disant que même quand notre corps devient esclave, notre esprit demeure libre. Alors, me retrouver dans cette voiture de police m'aurait peut-être terrifié. Et je n'aurais pas trouvé la force pour m'en libérer, d'ironiser sur cette réalité oppressante, ni de lancer cette phrase qu'accompagnait un grand éclat de rire secret parti du cœur pour jaillir sur mes lèvres, et la peur m'aurait anéanti. Mais il y avait ce quelqu'un, cet être en moi, que j'imaginais tisser des ombres lumineuses que tous ces glorieux morts projetaient dans mon âme, et il avait parlé, et ça avait tout changé. La réalité n'a pas su m'attraper au vol. C'est moi qui l'ai empoigné au col. La voiture de police continuait de filer à toute allure sur les avenues inondées de lumière. J'ai posé calmement le sac que je tenais sur mes genoux. Je me suis enfoncé dans le siège, détendu. En arrivant devant la direction générale de la sécurité, la voiture s'est engouffrée dans le bâtiment par un grand portail, avant de commencer, sous terre, une longue descente en lacets. La lumière se raréfiait, il faisait de plus en plus noir. La voiture s'est arrêtée dans un virage. Nous sommes descendus, nous avons continué à pied. Derrière une porte, un grand hall. C'était un monde souterrain, inconnu des gens de là-haut. Monde dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Monde à l'odeur de plâtre, de sueur, de moisissure, aux murs jaunis, évoquant une forêt de soufre glacé. Un monde où faire son entrée signifie avoir déjà disparu de la surface de la terre. Dans le halo cru des néons alignés, chaque visage y paraissait enduit de cire mortuaire. Des policiers en civil attendaient là les âmes arrachées du monde. Devant nous, un long couloir s'enfonçait sous la terre. Au pied des murs s'entassaient des sacs de nylon et les bagages personnels. Comme après un naufrage, on verrait sur la plage les affaires éparses des malheureux perdus en mer. Les policiers m'ont enlevé ma montre, mes papiers, mes lacets, le fil qui servait de ceinture à mon pantalon. Dans les ténèbres refoulées, loin sous terre, hors du cœur de la vie, comme on jette la queue d'un fruit ou ses morceaux abîmés, chaque mouvement, chaque mot nous éloignait un peu plus du monde des vivants. J'ai suivi le policier dans le couloir, mes chaussures sans lacets raclant le sol. Il a ouvert une porte métallique. Nous étions maintenant dans un couloir étroit dont la chaleur étouffante vous saisissait comme un fauve entre ses griffes. Tout le long du couloir s'alignaient des cellules fermées par d'épais barreaux en fer. Des gens y étaient entassés les uns sur les autres. Ils couchaient par terre. La barbe mal rasée, les yeux gourds, les pieds nus, le corps en nage, ils semblaient ne plus vouloir former qu'une seule masse énorme et immobile, où toute frontière entre les existences individuelles s'était résorbée dans la compression des chairs. Leur regard était plein d'inquiétude et de curiosité mêlée. Le policier m'a fait entrer dans une cellule et il a verrouillé la porte derrière moi. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis posé là, comme les autres. Dans cette cellule minuscule et bondée, la place au sol manquait pour se tenir debout. En l'espace de quelques heures, j'avais remonté 5 siècles d'histoire. J'étais arrivé au Moyen-Âge, dans les geôles de l'Inquisition. J'ai souri aux policiers qui me regardaient à travers les barreaux. Vu de l'extérieur, j'étais un vieil Ahmet Husrev Altan, aux cheveux blancs, allongé par terre dans une cage sans air et sans lumière, fermé par des barreaux en fer. Mais ça, c'était la réalité de mes geôliers. La mienne était tout autre. Moi, j'étais un jeune officier qui mange tranquillement ses cerises, un pistolet braqué sur le cœur. J'étais Borges, répondant « la vie » aux voleurs. J'étais César, qui fait dresser des murs à Alésia. Parce que moi, il n'y a que quand je suis tendu que je fume. Merci beaucoup Nicolas Bouchot pour cette introduction. Donc c'est le premier texte du livre d'Ahmet Altan. Bonsoir Timur Mouhidine. Bonsoir.
Vous enseignez la langue et la littérature turque à l'INALCO et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont le tout dernier vient de paraître, c'est Istanbul, rive gauche, aux éditions du CNRS. Vous racontez une histoire culturelle de cette ville et particulièrement d'un quartier, celui de Beyoğlu, entre 1870 et 1980. Vous avez aussi traduit aux éditions Emmanuel Colas un recueil de textes inédits du grand écrivain turc Nazım Hikmet. C'est un roman poétique, ça date de 1935. C'est absolument incroyable, les lettres à Taranta Babou, qui raconte, au fond, enfin, qui donne parole à un jeune abyssin sous Mussolini. Enfin, c'est un texte tout à fait surprenant et admirable. Et puis, pour en revenir à notre sujet du soir, vous avez publié Ahmet Altan dans votre collection des lettres turques. Et avant d'aller plus avant dans le parcours d'Altan et son œuvre, etc., on voudrait savoir à quoi tient son sort aujourd'hui, puisque donc cette condamnation à perpétuité est en train d'être révisée. Que peut dire le procès qui vient? Quand vient-il? Parce qu'on a l'habitude des incertitudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il a été condamné à la peine de prison à perpétuité multipliée par 3 plus 5 ans. Donc ça fait beaucoup. C'est presque incontable. Enfin, c'est une sorte de mauvaise plaisanterie. C'est à la fois grotesque et horrible. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé depuis 2016 pour un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées, incarcérées, sans qu'on sache très bien pourquoi, dans la plupart des cas. Enfin, dans son cas, on a des indices. On a de plus en plus d'indices, d'ailleurs, parce que ce procès, donc, pour avoir incité, en fait, ce qu'on lui reprochait, d'avoir lancé des messages subliminaux à la veille du putsch manqué, et donc d'être un des responsables, finalement, d'être un des complices de ce putsch guleniste, donc du nom de Fethullah Gülen, qui est l'opposant principal de Tayyip Erdogan, après avoir été un de ses plus proches amis. Donc une histoire tout à fait à la turca, une histoire turque assez difficile à comprendre de l'extérieur. Et alors, toute une série d'autres procès sont revenus sont revenus s'insérer dans ces procès-là. Ce qui fait qu'il est régulièrement accusé d'avoir participé aussi à ces grands complots, disons, de militaires des années 90, les fameux Ergenekon et Balyoz, donc marteau-pilon. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, l'histoire turque est ainsi faite. Une accumulation de charges. Il y a une accumulation de charges de plus en plus compréhensibles et incompréhensibles en même temps, on a l'impression qu'un clou chasse l'autre. Et on ne sait absolument pas quand le véritable procès aura lieu, puisque de toute façon, les charges sont très faibles. C'est un petit peu comme dans le cas on en a déjà parlé, de Aslı Erdoğan, pour qui le procès est constamment reporté, parce qu'au fond, il n'y a rien. Mais on peut être enfermé et condamné à perpétuité pour rien, ou presque. Et une autre question qu'on peut se poser aussi, justement, parce que quand on va à Istanbul, on voit les livres d'Aslı Erdoğan en librairie. Là, ce livre, il n'est pas sorti en Turquie. Comment a-t-il fait comment a-t-on fait pour qu'il nous arrive? Alors, ce livre n'est pas sorti, parce que l'éditeur ne voulait pas prendre le risque. C'était un sujet assez chaud, comme l'extrait qu'on a entendu le montre bien, et tout l'ouvrage le montre très bien. Et, apparemment, j'ai lu récemment qu'il allait paraître. Je n'ai pas su chez qui. Donc j'ai vu passer cette nouvelle sur Internet. Alors est-ce que c'est une vraie fausse nouvelle? À mon avis, il va paraître, effectivement, peut-être pas chez son éditeur, mais chez un autre, comme ça avait été le cas pour Aslı Erdoğan. Alors comment les textes sont sortis? Comme tous ces textes, ils sont assez nombreux, ces textes de prison à être sortis depuis 2017, en gros. Au début, ils n'écrivaient pas, on leur a donné un petit peu de papier. Ils ont commencé à écrire des bribes, que ce soit Aslı, que ce soit lui, que ce soit d'autres personnes enfermées. Et finalement, les avocats les récupèrent. Au début, c'était tu te souviens peut-être, on avait vu ça pour Aslı Erdoğan, une photo au parloir, et puis petit à petit, des documents entiers. Alors ça aussi, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on leur donne du matériel pour écrire, sachant qu'évidemment, ils vont
ils vont se plaindre de cet état. Mais bon, c'est sorti comme ça, de manière finalement un peu clandestine au départ, et puis finalement très, très autorisée. C'est toléré. C'est toléré, et ensuite, il faut évidemment le mettre en forme. Alors, c'est comme, il y a d'autres cas, comme celui de Selahattin Demirtas, où les auteurs ne peuvent pas relire. C'est un peu compliqué au niveau de la rédaction. Donc il faut qu'ils fassent confiance à quelqu'un, quelque part, soit dans une maison d'édition, soit ailleurs, pour mettre ça en forme, etc. Donc c'est de l'art brut. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Surtout que pour le cas d'Altan, on voit qu'il ne peut pas écrire, enfin, il ne peut pas avoir une correspondance avec qui que ce soit. C'est pour ça qu'on se dit comment... voilà. Bon, enfin, vous venez de répondre. C'est donc par les avocats, quoi. Oui, voilà. j'en sais pas plus, parce que c'est... Mais bon, c'est un petit peu un sujet presque un sujet de recherche. Je pense que ce sera fait un jour, de savoir comment toute cette littérature, qui est quand même nombreuse, hein, qui est une masse importante. Mais bon, c'était le cas pour... justement, Nazım Hikmet, qui est resté en prison de 1938 à 1950, 12 ans. Il était condamné à plus que ça, 20 ans. Et lui aussi faisait sortir, enfin, comme on voit dans les vieux films sur la prison, quoi. Le manuscrit était roulé dans un pain, creusé au milieu, et il y a toutes ces histoires. Donc c'est une mythologie. Hein. C'est vrai que c'est une mythologie de l'écriture carcérale, qui repose sur une réalité, c'est que tout le monde, ou presque, y est allé, et que beaucoup de textes en sont sortis. Ouais. Et vous avez cité aussi le nom de Selahattin Demirtas, qui est donc publié aux éditions Emmanuel Colas pour un deuxième recueil. Le premier, c'était l'an dernier, à peu près à la même époque. Et alors lui, c'est un cas un peu différent parce que c'est un homme politique, c'est un leader kurde qui a été emprisonné aussi pour des jours et des jours, et enfin toujours la même histoire. Il n'y a pas de procès. Ah, il n'y a pas de procès. Ouais. L'accusation était très faible. Il s'agissait de le mettre à l'écart pour empêcher qu'il fasse campagne, qu'il puisse militer. Ah oui, c'est ça. Il a quand même fait campagne depuis la prison, hein, pendant les élections. Oui. Je me souviens. Et après l'Aurore, donc ce nouveau livre qui arrive, mais alors lui n'était pas du tout écrivain. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir aussi... ce déclenchement comme ça de rapport à l'écriture. Je parle de ça parce qu'il va y avoir aussi, on le verra plus tard, un déclenchement dans l'œuvre même d'Altan, puisque ce livre ne ressemble pas, par la force des choses, à ce qu'il a écrit auparavant. Donc Demirtas, lui, il s'est révélé écrivain en prison. Il s'est révélé plutôt bon écrivain, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Il a commencé par D'ailleurs, ce sont 2 recueils de nouvelles. Il écrit des textes relativement courts, on va dire, sur la réalité qu'il connaît, parce que comme il est homme politique, il a beaucoup sillonné l'Anatolie, la région kurde, etc. Donc il utilise toute cette matière pour en faire de la littérature, et il le fait très bien. C'est un nouvel écrivain né en prison. Oui. Et voilà. Alors, pour ce qui est du risque d'écrire, du risque de l'écrivain, vous venez de dire que le recueil de Ahmet Altan n'était pas encore publié en Turquie, que son éditeur donc avait un peu des frayeurs, mais il y a aussi une contradiction, parce que, enfin, je me souviens quand on était justement à Istanbul en 2016 à la foire du livre, où partout, vous voyez, je veux dire, on peut parfaitement acheter les livres de tous les opposants, des auteurs turcs comme Murat Mungan et c'est donc pas ce motif littéraire qui fait qu'on est enfermé. Comment vous pourriez, même pour Asler Doğan, c'était pour ses chroniques dans un journal. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur le parcours d'Ahmet Altan et de voir ce qui a été pointé chez lui? Est-ce que c'est le militant? Est-ce que c'est le défenseur des Kurdes? Est-ce que c'est le journaliste? Est-ce que c'est celui qui, je crois, s'est engagé aussi pour la reconnaissance du génocide arménien? Donc, est-ce qu'on peut retracer cette lignée et voir qu'est-ce qu'on enferme là? Alors, de toute évidence, c'est son travail de journaliste. Bien que son travail d'écrivain ait déjà subi les fous de la justice, puisque son deuxième roman, dans les années 80, avait été saisi, puis interdit pour obscénité. Pornographie ou obscénité, selon la loi turque. Donc il avait déjà été repéré, et en fait, c'était des romans assez politiques sur les jeunes militants gauchistes des années 70 et 80. Donc il a commencé à avoir affaire à la justice dans ces années-là. Par la suite, toutes les poursuites contre lui ou les ennuis qu'il a pu avoir avant d'être définitivement arrêté en 2016, c'était à la suite d'articles ou de tribunes.
Donc il y a effectivement toute une série de tribunes. On pourrait les regrouper d'une certaine manière. Hein. Il y en avait une assez célèbre qui s'appelait Atatürk. Donc Atatürk devenait Atatürk, donc le père des Kurdes, qui était un plaidoyer en faveur de l'égalité à venir et toujours pas réalisé des Turcs et des Kurdes. Il y a effectivement, il a été très présent dans la campagne en faveur de Hrant-Dink et de la reconnaissance du génocide arménien. En fait, comme beaucoup de ce type d'intellectuels, hein, puisque c'est un type d'intellectuel centre-gauche, on dit kémaliste, enfin centre-gauche ou centre-droite, ça dépend comment on regarde les choses, donc plutôt dans la tradition laïque de la Turquie dite moderne, tous ces gens-là ont finalement touché à tous les tabous depuis les années 90. Parfois avec la bénédiction du pouvoir, quand même. Alors c'est un petit peu ça, pour dire les choses clairement, qu'on reproche, que certains critiques reprochent à Ahmed Altan, c'est qu'il a frayé avec le parti au pouvoir. Il fait partie des gens qui ont pensé que finalement Erdogan était une chance pour la Turquie pour se débarrasser de l'ancien ordre kémaliste militaire. Et c'est là qu'on tombe sur les fameux scandales des complots, pseudo-complots militaires, où il aurait pesé dans la balance avec ses articles et son journal. Vous voyez, il a servi, en fait, sans le savoir, le gouvernement islamiste a pu progresser et se débarrasser, en fait, de son opposition dans les rangs des militaires. Alors ça, on lui reproche beaucoup maintenant. On dit finalement... Quand vous dites « on », c'est... Une partie de l'opinion, même des anciens amis, c'est très partagé à son égard. Autrement dit, il est à la fois enfermé par Erdogan et en même temps... pas si soutenu que ça de l'intérieur, vous voulez dire? Oui, parce qu'en Turquie, la compassion a tendance à circuler de manière un petit peu bizarre. Y compris, enfin, je crois que je te l'ai déjà raconté, sur Aslı Erdogan, il y a énormément de gens très critiques et qui disent, cette femme a beaucoup profité de ce système pour finalement s'échapper en Europe. Lui, s'il sort de prison, on va lui dire, finalement, tu es sorti parce qu'il y a eu une pression à ton égard, etc. Alors que d'autres, évidemment, ne bénéficient pas de ce traitement-là. Il y a quand même pas mal de monde en prison. Je pense à des petits éditeurs kurdes, à des journalistes beaucoup moins connus. Effectivement, c'est vrai. Donc on lui fait ce reproche-là. Et la Turquie est cruelle à l'égard de ses opposants aussi, une fois qu'ils sont arrêtés. Oui, ce sont des paroles intéressantes à entendre parce qu'on n'a pas souvent cette nuance sur le paysage turc actuel. Alors, il me semble pourtant que même si le livre littéraire n'est pas un enjeu et enfin, malgré ce que vous disiez sur le roman, n'est pas un enjeu suffisant, entre guillemets, pour être arrêté. C'est pas ça forcément qu'on censure en premier. Il est aujourd'hui un symbole, disiez-vous, dans les rues, avant qu'on soit sur cette scène, dans les rues d'Istanbul. Est-ce que vous pouvez raconter comment le livre, peut-être même pas pour son contenu vraiment, mais qu'est devenu le livre comme objet de résistance aujourd'hui en Turquie et récemment finalement? Oui. Alors on a vu ça très nettement. Moi, je pense l'avoir vu avec les textes de Aslı Erdogan quand elle a été enfermée, puisque les ventes ont bondi d'un seul coup. Tous les libraires les ont stockés et les gens se sont précipités. Des gens qui ne l'avaient jamais lu l'ont acheté parce qu'elle était enfermée et que c'était très injuste. Donc cette injustice les attirait vers les textes. Je ne sais pas s'ils ont trouvé des réponses à leurs questions dans les textes, mais en tout cas, ça a été vraiment cette manière. Pour Selahattin Demirtas, ça a été un phénomène, le premier, donc l'Aurore français, s'est vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et c'était une sorte d'icône. On achetait le livre pour dire, voilà, moi, je suis pour les Kurdes. Et ce que j'ai raconté aussi, c'est que cette année, il y a eu un ouvrage, qui est plutôt un mauvais ouvrage, sur Atatürk, dans une maison d'édition qui s'appelle Le Chat Rouge, et qui a fait plus d'1 million d'exemplaires. Et ça a été un phénomène. Alors on achetait, c'était avant les élections, on achetait un livre sur Atatürk, probablement pour se balader avec, ou pour le montrer aux voisins, en disant moi je suis comme ça, je ne suis pas de l'autre tendance. Et le livre sert aussi à ça. Un emblème, en fait, une cocarde presque, qu'on peut arborer. Et pourtant, les livres, où ça va avec, les livres, on les détruit en Turquie. Puisque là, durant l'été, le ministre de l'Éducation a confirmé la destruction de 301 878 ouvrages depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, ayant trait justement à Fethullah Gülen. Vous confirmez ce chiffre ahurissant? Oui, c'est peut-être un peu faible d'ailleurs, ce chiffre.
Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec la crise du papier, peut-être c'est pour fabriquer de la pâte à papier, parce qu'il y a une grosse crise du papier depuis 6 mois. Mais alors, ces livres qui ont été saisis et détruits, dans beaucoup de cas, alors il y a les livres traditionnellement saisis à la suite d'un procès. Hein, je voudrais préciser qu'il n'y a pas de... En fait, en Turquie, il n'y a pas de censure. J'aime bien cette phrase, en fait, parce que... C'est comme je ne fume que quand je suis voilà, tendu. c'est Oui. le même genre. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure préalable. Un livre paraît, il y a un dépôt de plainte, ça peut être un citoyen, ça peut être un procureur, etc., et on engage des poursuites. Alors des fois, ça va très vite. Bon, c'est évident que si c'est un livre sur le prophète, c'est arrivé plusieurs fois, un livre sur Mahomet, ça va très vite. Parce que alors ça, c'est vraiment très mal vu. Mais bon, d'autres types d'ouvrages, alors je pense à William Burroughs, La Machine Molle, donc un roman américain un peu spécial, si vous l'avez lu, des années 60, a été interdit pour pornographie. Tous les textes qui ont un rapport avec l'homosexualité sont assez mal vus. Mais on ne sait jamais, en fait, il n'y a pas de règle. Il faut que quelqu'un décide. Voilà. Donc je dis, il n'y a pas de censure au préalable, mais il y a une censure par la suite. Alors on peut saisir les livres dans les dépôts des éditeurs, c'est ce qui se passe. Et alors ces fameux livres qui appartenaient aux différents éditeurs subventionnés par Fethullah Gülen, donc les éditeurs gulenistes, c'était quand même pas des très bons livres. Enfin, je ne veux pas dire qu'il fallait les détruire, mais c'est pas forcément une grande perte pour la culture turque, vous voyez. Voilà. Donc c'est effectivement délicat à raconter comme ça, mais tout ce qui est détruit n'est pas forcément très bon, parfois même très mauvais. Enfin, si on se mettait à détruire tous les livres mauvais... Oui. Bref. Alors, il y a d'ailleurs au sujet de se mêler de politique ou pas, ou d'écrire des romans, je reviens sur la censure. À un moment, Ahmet Altan dit justement qu'il vaut mieux écrire des romans que de se mêler de politique dans ce livre-là. Donc, cela dit, c'est quand même un romancier, c'est quand même un écrivain, même s'il est journaliste, militant, etc. Et je propose qu'on écoute maintenant un peu un autre passage de ce livre où on voit peut-être que le travail justement de l'imagination et aussi le contexte d'être enfermé avec des gens, quoi, tout simplement, d'autres Turcs. Tout le monde sur cette terre a une histoire à raconter, pourvu qu'il ait quelqu'un pour l'écouter. Ce n'est pas l'histoire qui est dure à trouver, c'est l'auditeur. Et dans cette cage, l'auditeur, c'était moi. J'écoutais tout ce qu'il racontait avec cet instinct retors et néfaste de l'écrivain qui enregistre tout pour le trier et le décortiquer ensuite. Ils espéraient probablement qu'on oublierait tôt ou tard tout ce qu'ils disaient. C'était sans compter sur l'opiniâtreté avec laquelle les écrivains cultivent le vice de ne rien oublier. Volontiers bavards, les officiers possédaient un vaste répertoire de récits et d'anecdotes. Le jeune professeur, en revanche, parlait très peu. Il se contentait d'écouter les autres ou bien de lire son Coran. Après lui avoir lancé « Creuse-toi un peu la cervelle et donne-nous des noms », les policiers l'avaient remis dans sa cage, d'où il ne l'avait plus sorti. Et lui vivait désormais prisonnier d'un dilemme moral qui ne laissait pas de le hanter, ayant le choix entre devenir un indique et se sauver en vendant ses amis aux flics, comme pas mal de gens, décidait de le faire, ou résister à la tentation de la lâcheté et payer sa probité par un séjour en prison. Or, si d'un côté, il disait aux policiers « je ne donnerai aucun nom, je ne peux pas faire une saleté pareille », il ne leur disait pas non plus « je n'ai aucun nom à vous donner ». Il était tiraillé sans cesse entre les deux options qui agitaient son esprit. Quand il s'adressait à nous, c'était seulement pour nous raconter comment il avait vécu dans ce village kurde, sous la neige, où il disait avoir passé les plus belles années de sa vie. La tempête nous est tombée dessus d'un coup. Son aventure avait débuté 6 ans plus tôt avec son affectation dans un village de gardiens du sud-est. Les gardiens, c'est une petite note en bas de page, c'est les gardiens de village ou protecteurs de village, c'est-à-dire c'est une force paramilitaire créée dans les années 1980 par le pouvoir turc pour lutter contre la guérilla du PKK. Le corps des gardiens constitue une sorte de milice locale qui supplée aux opérations militaires et policières dans les régions à majorité kurde.
Il avait pris un appartement en ville avec 2 collègues enseignants. Ils partaient ensemble le matin au village et revenaient le soir. Ce matin-là, où la tempête faisait rage, il descendit du minibus et continua sa route à pied. Il marcha des heures, s'égara plusieurs fois, finit par s'écrouler au pied d'un arbre à force de froid et de fatigue. Enfin, dans un ultime effort, il se releva et reprit sa route en direction du village, où il arriva à la nuit tombée, le corps à moitié gelé. Il sonna chez le mourtard, le maire du village, et quand celui-ci lui ouvrit et le regarda stupéfait, le professeur déclara « À compter d'aujourd'hui, j'habiterai au village ». Sa vie avait changé du tout au tout dès l'instant où il s'était dit « Je vais descendre et continuer à pied jusqu'au village ». Si chaque être humain a en mémoire de tels instants où sa vie et son avenir lui paraissent avoir basculé, il demeure toutefois très rare qu'ils en gardent une conscience aussi nette. Le jeune professeur, lui, avait gravé dans sa mémoire jusqu'au moindre détail de cet instant où il avait décidé de changer sa vie. Cette décision avait eu valeur de choix existentiel. Pourtant, il ne trahissait pas un mot de l'impression qu'il avait ressentie au moment de faire ce choix, ni des émotions qu'il devait ensuite éprouver durant sa vie au village. En fait d'émotions, il avait tout résumé par l'expression « les plus belles années de ma vie » et ne permettait à personne d'en découvrir davantage. Aussi m'abandonnait-il un champ entier, vaste et fertile, où j'allais pouvoir semer à ma guise pensées, fantasmes et suppositions. À l'instant où, décidant de descendre du minibus, il faisait aussi le choix de s'installer au village, il n'ignorait pas qu'il allait se couper de toute vie humaine en dehors de ce refuge montagnard, ni que les conditions y seraient rudes et sa solitude extrême. Cet instant fut celui d'un renoncement. L'instant où, se consacrant à lui-même, il renonça à tous les plaisirs, à toutes les distractions, aux discussions entre amis, aux flâneries parmi la foule en ville, au plaisir d'acheter une chemise qu'on a d'abord admirée dans une vitrine, et surtout au plus nécessaire d'entre tous, l'amour, à la possibilité de trouver son épouse. Il avait dédié sa vie à d'autres que lui, tel un moine, un saint. Il s'était détourné de lui-même pour servir une cause qui n'était pas la sienne. Dans la cellule sans lumière, j'avais pris sa place dans le minibus, réussissant, je crois, à imaginer les émotions qu'il avait étreintes au moment d'en descendre. Plus que de les imaginer, je m'en suis emparé, à l'image du héros du roman de Suskind qui vole le parfum aux gens pour leur substituer ensuite mes propres émotions, tissant avec ses souvenirs une cape enchantée où m'abriter du monde. Voilà, c'est intéressant ce texte parce que ça montre donc la cohabitation avec des détenus, puisque dans cette prison donc, de Silivri, c'est ça, se retrouvent des opposants, enfin, c'est-à-dire des... Je ne sais pas si la plupart d'entre eux sont intellectuels ou quoi, mais en tout cas, lui, il a vraiment des dialogues avec les co-détenus qui sont, j'allais dire, d'un certain niveau. Et là, ce qui se passe avec ce professeur, c'est aussi un bout de réalité turque qui je ne sais pas s'il la découvre, mais enfin, en tout cas, il la décrit comme si elle était neuve pour lui, quoi. Effectivement, c'est un passage très, très intéressant dans le livre, parce que ça rappelle toutes les déclarations de Nazım Hikmet en son temps, hein, qui venait d'une famille assez aristocratique et qui avait fréquenté toutes sortes de gens dans les années 30, mais quand il entre en prison, il va découvrir vraiment la réalité anatolienne. Hein, c'est-à-dire, il est plutôt avec des... il a quelques opposants politiques, mais il est beaucoup avec des droits communs, donc il voit le petit peuple, les délinquants, et il découvre quelque chose qu'il n'a jamais touché du doigt. Et je pense que Ahmed Altan ne fréquente pas beaucoup de jeunes professeurs musulmans. Donc ça, c'est effectivement une sorte de choc. C'est salutaire. Il découvre l'humanité de sa nation, de son pays, tel qu'il l'ignorait. Et ça l'oblige à se poser beaucoup de questions. Et puis, bon, le fait que lui soit très laïque, il le dit d'ailleurs, et soit amené à composer avec un jeune musulman, c'est un très beau passage. Parce que la Turquie est ainsi faite.
Et puis d'ailleurs, il y aura dans un autre texte un vrai échange à trois sur la religion qui est magnifique aussi, avec le personnage de Myriam, mais vous verrez quand vous lirez. Oui. Là, je reste un petit peu sur ce passage parce qu'on voit aussi à quel point, dans ce dénuement, l'écrivain boit, absorbe voilà, finalement, c'est comme un travail littéraire. Ce qu'il est en train de dire, je suis dans le minibus, il n'a pas encore écrit, mais il est déjà dans ce travail de fiction. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ce texte s'inscrit dans l'œuvre d'Altan? Qu'est-ce qu'il écrivait comme type de roman jusqu'alors? Nous faire un peu découvrir l'écrivain, puisque vous avez publié, enfin du moins chez Actes Sud, on peut lire de lui dès 2008 L'amour au temps des révoltes, puis Comme une blessure de sabre en 2000, livre qu'il évoque d'ailleurs comme une blessure de sabre, puisque à un moment il dit qu'il a lui-même écrit dans ce roman sa situation de condamné. Ou du moins d'arrêter, d'emprisonner, enfin quelqu'un qui va être... Voilà. Il dit ça, effectivement. Voilà, donc à vous, Timur Mouhidine. Donc il a une œuvre assez longue, puisqu'il commence en 82 et il publie jusqu'en 2015 toute une série de romans, 12 ou 13, qui sont d'ampleur et je dirais de qualité différente. Je pense que les premiers sont vraiment très bons, mais c'est des romans politiques, tout à fait ce qu'on écrivait juste après le coup d'État, un autre coup d'État de 80. Ensuite, donc, dans ces deux romans que tu as cités, ce sont des romans historiques sur le début du XXe siècle, sur la période jeune turque. Et c'est une période qui a été beaucoup réexplorée par les romanciers turcs. C'est une période où on va se mettre en place justement le fameux kémalisme et où les réactionnaires, c'est-à-dire les musulmans qui vont être opprimés à cette époque-là, vont commencer à concocter des plans de revanche. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on peut lire le XXe siècle dans cette période-là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il l'aborde. Beaucoup d'autres romanciers l'avaient fait. Alors, ce sont des romans avec des personnages en couleur, avec petite dose d'érotisme. Enfin, il était connu pour ça. Bref, c'est très lisible. C'est une littérature presque populaire. Voilà. Mais d'une certaine qualité, parce mais on a l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait romancier, là. Il est romancier depuis quelque temps, enfin il est écrivain, plus que romancier, plus ce sont des lettres. Le choc a été salutaire en prison, c'est-à-dire qu'il a été confronté à des enjeux beaucoup plus profonds que simplement raconter l'histoire de son pays ou compléter son travail de journaliste. Donc pour moi, c'est presque une chance pour lui, en tout cas en tant qu'écrivain, d'avoir subi ce choc, hein, puisqu'il a 69 ans, enfin maintenant il a 69 ans, donc il est entré, il avait 67. On lui dit, tu es là pour l'éternité. Alors là, on commence à réfléchir. Et la littérature prend une autre force, évidemment. Comme dans beaucoup de récits carcéraux, il y a une force liée à l'enfermement, parfois au désespoir. Lui, il ne nourrit pas de désespoir. Enfin, il y a des moments où Oui, c'est un peu dur. C'est un peu dur quand même, ouais. Enfin, d'ailleurs, ce serait bizarre que ça ne le soit pas, ouais. et il le dit très bien aussi. Il a surtout peur de ne plus pouvoir écrire à un moment, mais oui, il y a quand même des chutes. D'ailleurs, c'est très très fort, et ce passage sur la nostalgie, où finalement il nous explique qu'on ne pourra jamais comprendre et jamais entendre les plaintes qui sont à l'intérieur d'un prisonnier, et surtout de quelqu'un qui se sait condamné à perpétuité, justement à ne plus revoir le monde. Donc, c'est un très très beau livre, hein, de toute façon, voilà. Et c'est aussi, oui, un écrivain qui parle des femmes, enfin, parce qu'à un moment il y a un passage, c'est ça, la mosaïque est extrêmement variée, quoi. À un moment, il parle il se souvient de lecteurs qu'il rencontrait ou de lectrices, et qui lui parlaient de la façon dont il parlait des femmes dans ses livres. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses, quoi. Et on va conclure donc avec un dernier extrait qui est en réalité la fin du livre. Et en fait, c'est absolument impossible de parler après cette fin de livre, comme vous l'entendrez sous peu. Donc, je vais remercier Timur Mouhidine tout de suite pour ses éclairages. D'ailleurs, si vous vous promenez dans Istanbul avec lui,
vous en saurez presque tout. Et moi, ça m'est arrivé en 2016 et c'est très, très important d'avoir des passeurs et des médiateurs d'une telle générosité. Je vous renvoie aussi au dossier que Le Point, qui est partenaire de cette soirée, consacre à la liberté d'expression en Turquie et que vous pouvez consulter sur le site du Point. Et puis, je remercie aussi Nicolas Bouchot pour ces très belles lectures. Et là, en fait, on est en train d'honorer le rendez-vous que Ahmet Altan nous donne en cette fin de texte. Et vous pourrez l'honorer d'autant mieux en vous rendant à la librairie à la fin de cette rencontre. Bonsoir à tous. Zénon d'Élée, dans un célèbre paradoxe, tant controversé, dit à peu près ceci. Un objet en mouvement n'est ni là où il est, ni là où il n'est pas. Or, il m'a toujours semblé depuis ma jeunesse que ce paradoxe s'applique davantage à la littérature qu'à la physique, ou plus exactement davantage à l'écrivain qu'à autre chose. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. Quel que soit le récit que vous décidez d'entamer par cette phrase, elle suffit déjà à lui imprimer une vitalité farouche, à le faire retentir des accents tragiques d'une voix qui crie hors des ténèbres, à lui donner pour héros un révolté aux poses solennelles, et enfin, sans en faire mystère, à attirer sur lui la compassion du lecteur. Phrase dangereuse, elle pourrait vous prendre par les sentiments. Et les écrivains, dès lors que leur but est d'émouvoir, savent faire de telles phrases, l'irrésistible moyen de leur fin. Phrases qu'il suffit d'écrire pour attirer sur soi la pitié du lecteur, quand bien même celui-ci, pas dupe, saurait que c'est votre intention. Mais attendez un peu. Avant que résonnent pour moi les trompettes de la compassion, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Oui, je suis incarcéré dans une prison de haute sécurité perdue au milieu de nulle part. Oui, je vis dans une cellule dont la porte s'ouvre et se ferme dans un tintement de métal. Oui, je reçois mes repas par un trou dans la porte. Oui, même le ciel au-dessus de la petite cour bétonnée où je tourne en rond est enfermé d'un grillage. Oui, il m'est défendu de voir personne en dehors de mes enfants et de mes avocats. Oui, il m'est interdit d'écrire ne serait-ce que 3 lignes à ceux que j'aime. Oui, je dois aller me faire examiner à l'hôpital. Il décroche une paire de menottes d'une patère et me les passe au poignet. Oui, chaque fois qu'il me sort de cellule, je m'entends hurler en plein visage « Lève tes mains et enlève tes chaussures ». Tout ça est vrai, mais ça n'est pas toute la vérité. Les matins de printemps, quand les raies du soleil qui glissent à travers les barreaux viennent se planter dans mon oreiller comme des javelots scintillants, j'entends le pépiment joyeux des oiseaux qui ont posé leur nid sous les auvents de la cour et le craquement étrange des bouteilles d'eau que les prisonniers des cours voisines écrabouillent sous leurs pieds. Alors, j'ai l'impression de m'éveiller dans la villa flanquée de grands jardins où j'ai passé mon enfance. Ou bien, mais ne me demandez pas pourquoi, dans un hôtel parisien, au-dessus d'une rue gazouillante, comme celui du film Irma la douce. Et quand je m'éveille au son de la pluie d'automne que le vent dans son ire d'hiver jette contre les barreaux, ma journée commence au bord du Danube, dans un hôtel au parvis illuminé de grands flambeaux, et puis plus tard, au cœur de l'hiver, quand la neige chuinte en se déposant sur le bord de la fenêtre, c'est derrière les vitres de la datcha où se cache le docteur Givago que je m'éveille. Jusqu'à ce jour, pas un matin, je ne me suis réveillé en prison. La nuit, mes aventures sont encore plus trépidantes. Je m'en vais visiter les îles de Thaïlande, les hôtels de Londres, les canaux d'Amsterdam, les labyrinthes des rues de Paris, les restaurants d'Istanbul au bord du Bosphore, les squares de New York entre ses larges avenues,
les fjords de Norvège, les villages engloutis sous la neige au bout des pistes de l'Alaska. Vous me croiserez aussi sur le fleuve Amazone, les côtes du Mexique, les savanes d'Afrique. Toute la journée, je m'entretiens avec des êtres que personne n'a jamais vus ni entendus, qui n'existent pas et n'auront d'existence qu'au jour où je parlerai d'eux. J'écoute ce qu'ils se disent. Je partage leurs amours, leurs aventures, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs chagrins et leurs joies. Parfois, je ris tout seul en marchant dans la cour. Il faut dire que leurs histoires savent être drôles. Et comme je ne veux pas, vu qu'on est en prison, prendre le risque de les coucher sur un papier, je les conserve soigneusement dans un coin de mon esprit, écrites à l'encre de mémoire. Je sais que tant que ces gens ne vivront que dans ma tête, je serai schizophrène. Et quand, devenus phrases, ils peupleront les pages d'un livre, je serai écrivain. Et je me divertis beaucoup à balancer toujours entre la schizophrénie et la littérature. Disparaissant avec mes compagnons dans un nuage de poussière, je m'évade hors de prison. Me jeter en prison était dans vos cordes, mais sans aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m'y retenir. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Enfermez-moi où vous voulez, je parcours encore le monde avec les ailes de l'imagination. Et bien que je n'en connaisse pas le quart, j'ai des amis aux quatre coins du monde qui m'aident dans mon voyage. Chaque œil qui lit les phrases que j'écris, chaque voix qui répète mon nom est comme un petit nuage qui me prend par la main et m'emporte dans le ciel pour survoler les plaines, les sources, les forêts, les rues, les fleuves et les mers. Et je m'invite sans un bruit dans les maisons, dans les chambres, les salons. Je parcours le monde depuis ma cellule de prison. Ainsi qu'aisément vous l'aurez deviné, j'ai pour moi le divin orgueil des écrivains, qu'ils confessent rarement et pourtant se transmettent depuis des millénaires, d'une génération à l'autre. Et j'ai pour moi aussi cette confiance que la littérature, telle une coquille, avec sa perle, m'a accordé de faire grandir en son sein. Et j'ai pour moi encore cette cuirasse faite de tous mes livres qui me protège et me rend invincible. J'écris ça dans une cellule de prison, mais je ne suis pas en prison. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Vous pouvez me jeter en prison, vous ne m'enfermerez jamais. Car comme tous les écrivains, j'ai un pouvoir magique. Je passe sans encombre les murailles.